Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la Cour de justice de la CEDEAO se prononcera sur le code électoral du Burkina Faso le 13 juillet prochain. Une décision qui ne sera pas susceptible d'appel. Le Libéria se croyait sorti d'affaires, mais le virus Ebola refait son apparition. 3 nouveaux cas ont été signalés par les autorités sanitaires depuis le 24 juin dernier. Puis 6 casques bleus burkinabés tués lors d'une attaque dans le nord du Mali. L'embuscade a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les partisans du président déchu Blaise Compaoré seront-ils exclus de la présidentielle et des législatives d'octobre prochain au Burkina Faso? Verdict le 13 juillet prochain. Notons que c'est la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a été saisie pour trancher. Explication avec Birama Saounera. Le code électoral burkinabé est au centre de toutes les attentions. Le 7 avril 2015, les députés du Conseil national de transition ont adopté un nouveau code électoral. Ce texte exclut les partisans de l'ancien président Blaise Compaoré des prochaines élections. Face à cette situation, l'ancienne majorité présidentielle a saisi la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour sous-régionale rendra sa décision le 13 juillet 2015. Pour le moment, les avocats des plaignants sont optimistes. Nous avons bon espoir que la Cour se déclare compétente, qu'elle déclare la demande de nos clients recevable et qu'elle fasse droit, entièrement droit, à leurs prétentions, à savoir l'abrogation de la modification de la Constitution qui exclut une partie de la population aux compétitions électorales. Le nouveau code électoral fait référence à la tentative de révision de la Constitution fin octobre 2014 par l'ancien président Blaise Compaoré. Pour les avocats de l'État, les restrictions inscrites dans ce texte sont autorisées et aucune discrimination ne pourrait être prouvée par la Cour de la CEDEAO. Les restrictions en matière électorale sont admises par toutes les juridictions internationales à la triple condition que ce soit légal, nécessaire et proportionné. Il n'y a aucune discrimination vu que les autorités de la transition elles-mêmes ne peuvent pas se présenter aux élections de sortie de crise. Le nouveau code électoral fait l'objet de vives polémiques au Burkina Faso depuis son adoption. Pour de nombreux observateurs, c'est une lourde tâche qui a été confiée à la Cour de justice de la CEDEAO. Il faut laisser la justice de la CEDEAO rendre justice, dire réellement s'ils peuvent se présenter ou pas. Mais si cette Cour juge décider en défaveur des anciens partisans de Blaise Compaoré, on ne sait pas finalement au niveau de la démocratie ce qui peut se passer. Est-ce que ces gens-là, en étant écartés de la lutte démocratique, ne pourraient pas user d'autres voies, ce qui ne serait pas très bien pour le pays, ce qui serait dangereux pour les Burkinabés. Les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas susceptibles d'appel. Elles sont en théorie contraignantes pour les États membres. Cependant, elles ne sont pas systématiquement appliquées. Les élections présidentielles et législatives devant se tenir le 11 octobre prochain, il est important qu'un terrain d'entente soit trouvé avant le scrutin. On le croyait vaincu, mais le voilà qui refait surface. 3 nouveaux cas de virus Ebola ont été enregistrés au Libéria depuis le 24 juin dernier. Une résurgence qui se produit alors que le pays se félicitait d'avoir atteint le cas zéro. Désormais, l'heure est à la plus grande vigilance. Deo, gracias Podo. Ebola suscite une fois de plus l'inquiétude sur le continent africain et particulièrement au Libéria. Pourtant, le 9 mai 2015, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la fin de la transmission du virus dans le pays. Les nouveaux cas détectés le mercredi 1er juillet 2015 au sud-est de Monrovia placent une nouvelle fois les autorités en alerte. Au sein de la population, on se rappelle encore des heures sombres de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Bien avant Ebola, je produisais du charbon de bois. Je vivais bien parce que j'avais mes enfants autour de moi. Je jouais avec eux, je blaguais avec eux. Mais aujourd'hui, je ne vais pas bien. Quand je pense à mes enfants qui ne sont plus avec moi, je me sens mal. En ce qui concerne les origines de ces nouveaux cas, aucune certitude. Les enquêtes épidémiologiques se poursuivent. Mais déjà, à titre préventif, une trentaine de personnes ont été placées en quarantaine. Le gouvernement libérien, de son côté, s'est engagé à soutenir financièrement le système sanitaire national. Ce que nous pouvons faire, c'est trouver des moyens d'intervention. Comment pouvons-nous transférer de l'argent dans ces communautés pour pouvoir leur apporter de quoi se remettre sur pied? Parce que le virus Ebola a déstabilisé les moyens de subsistance de certains d'entre eux. Le ministre de la Santé se penche sur le cas de ceux qui sont en convalescence ou qui ont survécu à Ebola. Il y a encore certaines personnes, sur la base de la stigmatisation,
qui ne peuvent pas retourner dans leur communauté parce que d'autres pensent qu'ils restent contagieux. Depuis décembre 2013, Ebola a fait plus de 12 000 morts en Afrique de l'Ouest, dont près de 5 000 au Libéria. L'annonce des nouveaux cas de Monrovia succède à celle des 8 cas détectés en Sierra Leone le 21 juin 2015. Le président Teodoro Obiang Bazogo poursuit sa tournée en Guinée équatoriale. Dans la province du centre-sud, cette semaine, l'accent a été mis sur de nouveaux projets de développement en faveur des populations rurales. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Niéfang, Evinayong et Akournam, 3 villes de la province du centre-sud visitées par le président Obiang Bazogo. Comme partout où il est passé, le chef de l'État a annoncé à la population la mise en place d'une nouvelle stratégie de développement dans les villages. Un nouvel engagement à travers lequel l'accent a été mis sur l'accès à l'eau potable pour les populations rurales. Dans la localité de Niéfang, une nouvelle station de traitement garantit désormais l'accès à l'eau à toute la population. Ça fait 5000 mètres cubes, la capacité de traitement. On pompe de l'eau et passer par le bassin. Et puis après, finalement, il y a un atelier. Là-dedans, on a l'atelier de produits. Donc, il y a une canalisation sur chaque abonné. Selon un autre laboratoire, on appelle le tiers, pour faire le test. Et le résultat dit que c'est bon à boire. Le président équato-guinéen a détaillé aux populations de Niéfang, Evinayong et Akournam son plan de modernisation de la région. Il a laissé entendre que sa visite républicaine n'est pas l'antichambre d'une campagne électorale. Il est en outre revenu sur les valeurs d'unité et de paix. Nous ne devons pas oublier le passé dans toutes ses dimensions. Parce que la Guinée équatoriale a beaucoup souffert des tromperies, des abus dans toutes les étapes que le pays a connues. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Et ceci constitue le premier facteur de dignité pour tous les Équato-Guinéens. La paix est le facteur le plus important. S'il n'y avait pas la paix en ce moment, nous ne serions pas tous réunis ici. La paz es el factor más importante. Comme dans les autres localités, 3 villages du district de Niéfang bénéficieront bientôt d'infrastructures routières et administratives qui les transformeront en pôles urbains. La tournée républicaine du président Teodoro Obiang Bazogo s'inscrit aussi dans une rencontre formelle des populations. La menace djihadiste refait surface au Mali. 5 casques bleus burkinabés ont été tués dans une attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et pour contenir ces offensives, une coopération militaire s'organise à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Les détails d'Arwa Barkala. La MINUSMA perd 6 de ses soldats. Au lendemain du renouvellement de son mandat, la mission de l'ONU au Mali a été visée par une attaque alors que le convoi onusien se trouvait entre Tombouctou et Goundam dans le nord du pays le 2 juillet 2015. Les assaillants ont changé de stratégie parce que très difficilement ils attaquaient, en tout cas par le sud du Mali, ce qui vient d'arriver. Donc ça, il y a un changement de stratégie qui prend du cours et les forces armées maliennes et la MINUSMA. Mais une autre réalité, c'est qu'effectivement, à travers ces différentes attaques, on sent un peu un relâchement du contrôle du système sécuritaire et par les FAMA et par la MINUSMA. Les gens ont cru qu'avec la signature qu'on n'allait plus assister à de telles scènes, mais c'était une erreur. De son côté, le gouvernement essaie de prendre les mesures qui s'imposent en collaboration avec la mission de l'ONU. Les attaques du sud du pays obligent à un renforcement militaire à la frontière ivoirienne. Le gouvernement malien craint que les djihadistes n'y installent une base. Le président de la République a donné des instructions et des orientations au niveau des forces de sécurité. Toutes les dispositions sont prises. Le chef de l'État a été assez précis là-dessus pour que les populations de notre pays puissent être sécurisées, autant du point de vue de leur vie que de leurs biens. Nos forces armées de sécurité ont une idée très claire de ce qui se passe actuellement. Les forces de sécurité font leur travail. Des soldats de la force républicaine de la Côte d'Ivoire, le FRCI, sont actuellement déployés à la frontière malienne, renforçant le contingent de l'armée malienne et des casques bleus. Les opérations de ratissage concernent toute la région sud, ainsi que les 2 villes de Fakola et Nara, lieu des précédentes attaques revendiquées par Ansar Eddine. À noter que le président français François Hollande poursuit sa tournée africaine. Il est attendu ce vendredi à Yaoundé, au Cameroun, une visite officielle que nous vous invitons à suivre en direct sur notre antenne à partir de 15h30 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.